moi, je vais essayer de vous mettre en lien ce documentaire plus général d'Arte et la situation à l'île de la Réunion, qui est vraiment un cas d'école d'un front écologique qui est né autour de la crise requin. Vous savez, les requins, donc c'est un nouveau totem des océans, et le surfeur n'est pas, comment dire, a une image quand même assez controversée dans la société, donc ça a créé une sorte de choc, et un choc qui dure depuis 4 ans, avec un océan interdit en conséquence. Donc pour partir de ça, on va partir du plus simple, c'est-à-dire les causes empiriques de cette crise. Alors la première, il est possible, selon les théories qu'on défend, que nous soyons une île à requins. Alors une île à requins, vous voyez ce petit point ici, on arrive quand même à concentrer 15% des attaques mortelles de la planète. 15%, il y a en moyenne 6,3 morts par an. En 4 ans, on a eu 6 morts à l'île de la Réunion. Donc tout, vous entendrez partout autour de vous des gens qui vous disent « mais il y a des attaques en Australie, en Afrique du Sud ». Il faut qu'on arrête de focaliser. C'est une aberration. Ici, notre situation est exceptionnelle. Les morts sont extrêmement rares. Pour l'année 2015, on n'a eu que 3 morts, dont 1 à La Réunion. Donc on a déjà 33% des attaques mortelles. Pour 15 km de côte, même pas 500 personnes dans l'eau. Vous imaginez, 7 milliards d'individus, des centaines de milliers de kilomètres de côte. Donc un risque exceptionnel pour une île exceptionnelle. Un biotope tout d'abord, 2 millions d'années, l'île a des fonds qui tombent vite. Les requins vivent plus aisément dans des fonds de 40, 60, 100 mètres, des fonds plus sombres la journée. Mais nous, comme on a des fonds qui tombent vite, ils peuvent plus facilement faire des incursions à la côte. Contrairement à Maurice, qui est un plateau continental, une barrière beaucoup plus étendue, où ces interactions sont ont beaucoup moins de chances d'arriver. En plus, notre exposition géographique au houle austral fait qu'on a développé le nautisme depuis 50 ans de façon exceptionnelle. Maurice a même pas 1/10 de notre potentiel en termes d'activité nautique. Donc ces deux facteurs font que Maurice, à 200 km, avec des requins qui sont soi-disant migrateurs, qui le sont sûrement un petit peu, n'a pas d'attaque de requins et n'a pas d'attaque mortelle. Donc... Ensuite, donc on revoit ça ici, la ligne des 100 mètres géologique, vous voyez ici, elle passe à peu près à ce niveau-là. Et là, c'est la zone balnéaire, la petite zone corallienne, la seule qui a un intérêt privilégié à l'île de la Réunion, où se trouve la préserve marine. Alors, on a une problématique spécifique. L'urbanisation est principalement dans cette zone, qui est la zone protégée par les montagnes, donc la zone sous le vent. Et c'est là où le corail a pu se développer, parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas trop de pluie. Le corail ne peut se développer que là où il y a où l'eau n'est pas trop chargée en eau douce, parce que ça empêche le corail de pousser. Contrairement à Maurice, qui a du corail sur tout son pourtour, où là il pourrait très facilement déplacer la réserve dans des zones moins habitées. Mais nous, non. C'est ici qu'on l'a mis, parce que c'était l'endroit à protéger, là où il y avait quelque chose de significatif à protéger, mais c'est aussi l'endroit où on avait développé pendant 50 années des activités nautiques. Alors, on a une spécificité, l'endroit le plus arrosé de la planète, la moitié des records mondiaux de pluviométrie, du fait de notre relief qui stoppe les flux australes. On a une situation hydrologique exceptionnelle, 750 ravines, vous ne trouverez pas d'endroit, à l'île de la Réunion, c'est simple, on a d'ailleurs les records mondiaux aussi arrosés. Donc ça crée des conditions pour un requin qu'on appelle le requin bulldog. Dont, alors je parle de l'arrivée ou du développement, on ne sait pas quand c'est qu'ils sont arrivés, peut-être qu'ils sont là depuis des siècles et des siècles, mais en attendant, quand on regarde un petit peu l'histoire, excusez-moi, c'est là-bas. Quand on regarde l'histoire, on voit cette lithographie, vous voyez le nez carré, ça ressemble déjà à un tigre, même le deuxième qui est sur la plage. Tigre début du XXe siècle. Tigre en 1952, on voit les rayures sur le dos des 2 requins chargés. Le requin s'est toujours consommé à l'île de la Réunion, un gros tigre à Sainte-Rose. On avait même du blanc, du longimanus, du mako. Une activité de chasse qui a duré... On a eu des très grands chasseurs à l'île de la Réunion, beaucoup de poissons. Ces gens n'ont jamais vu de bulldog. Je les ai interrogés, certains, notamment M. Strull, ça c'était le père Pujol, donc beaucoup de gens qui pêchaient et ils ne rencontraient pas ces requins qu'on rencontre très fréquemment maintenant. Une étude de 79, un document du quotidien, je remercie Marc Bernard pour ce document, où on voit que le bulldog est quasiment inexistant à cette époque, il y a de tout, même du requin blanc. On vous explique que les requins sont gentils à la Réunion, contrairement à leurs cousins du canal du Mozambique. Et je vous rappelle que le requin bulldog s'appelle le Zambezi shark, donc requin du Zambèze, qui se jette dans le canal du Mozambique, donc c'est son lieu d'origine précisément. Et on avait très peu de requins, et toutes les activités nautiques, ils vous disent, se passaient sans aucune encombre. Quand il y avait une attaque, c'était quelqu'un qui était emporté par le courant, qui se blessait sur le corail, et qui se faisait attaquer par des requins du large. Ici, l'UICN vous montre qu'aucune carte ne vous mentionne l'existence de bulldogs dans les Mascareignes, ils se cantonnent au canal du Mozambique. Donc, j'en avais discuté avec des spécialistes, il est possible que cette espèce ait invaginé pour arriver jusqu'à notre secteur, comme ça c'est vu pour les requins cuivres
en Australie, d'après un grand spécialiste qui a développé une théorie là-dessus. Ici, les premiers bulldogs qu'on a formellement, ce premier identifié par Grevin en 94, ensuite celui d'un jeune pêcheur en 99 identifié par un musée. Donc on a l'arrivée de ce requin un petit peu à l'étang salé, ça c'est dans le livre Le Temps Longtemps, années 70, c'est le plus vieux que j'ai trouvé ici. Ensuite, alors, le taux de reproduction de ces requins est assez exceptionnel. On vous parle souvent, tous les spécialistes, si vous avez vu le reportage de Jérôme Delafosse, un requin fait un petit tous les 25 ans, c'est extrêmement fragile, il n'y en a plus sur la planète, sauf que le bulldog, on appelle ça le rat des mers. Il a un taux de reproduction assez élevé, 13 à 14 petits, voire 15. Le tigre jusqu'à 83 quand même. Et donc ça, c'est 2 femelles qui ont été capturées, une en 2012, une autre en 2013 après la petite Sarah, de la plage directement. Donc vous voyez déjà une petite idée de ce que ça peut faire quand ce n'est plus pêché depuis 1999. Cette femelle tigre avait 43 bébés dans le ventre, pêchés par le comité des pêches dans le cadre de la ciguatera. Ça, c'est des jeunes, des Réunionnais qui pêchent du requin. Partout, on pêche des bébés requins à l'île de la Réunion, c'est infesté de bulldogs. C'est infesté, je suis désolé, quand on voit toutes ces images maintenant avec les réseaux sociaux, sachez que les restitutions du programme scientifique, le 25 février nous ont dit les requins se reproduisent à Réunion, mais on ne sait pas s'ils mettent bas à l'île de la Réunion. Ce qui est quand même, moi je leur ai dit, écoutez, ouvrez votre ordinateur, regardez un petit peu, il me semble quand même qu'il y a des requins qui mettent bas à l'île de la Réunion. Donc bulldog également. Alors il y a aussi la fin de la pêche des requins côtiers qui a contribué à cette situation exceptionnelle ici, avec la Libye de la ciguatera, et aussi le nouveau statut du requin qui fait l'objet d'une sympathie sans commune mesure. Le requin est devenu vraiment un emblème des océans, duquel dépend la survie de ces mêmes océans et donc de l'humanité par effet de cascade. Donc la ciguatera, on la voit où elle est répartie. Alors un fait, encore une aberration du système français, on interdit ici le dernier rapport de l'ANSES d'août 2014 parce qu'on est trop près de Madagascar. Mais à Mayotte, qui est un département français, ce n'est pas interdit. Quand vous dites ça au préfet, il vous dit « Ah ouais, mais je vais informer le préfet de Mayotte pour qu'il interdise aussi. » Vous voyez la fuite en avant. Pourtant, nous restons le seul endroit de la planète où c'est interdit de manger du requin côtier, tigre et bulldog. Et pour ceux qui ont pu goûter, franchement, les gens qui pêchent ces requins que vous avez vus en photo, ils les mangent, il n'y a pas de malade. Le seul cas qu'il y a eu, c'était en 1992, il a été soigné, c'est la famille Réam qui habite à Saint-Paul que j'ai rencontré, ils se portent bien, bon, ils ont été gravement malades, mais bon, c'est pas la même situation qu'à Madagascar. La 4e cause pour nous, la réserve marine. Alors pas tant comme a dit Christophe, l'effet, garde-manger, moi je suis plus sur ce domaine-là, c'est-à-dire le principe de désinhibition. Une étude qui a été mise en place, une étude bibliographique en 2000 réalisée par Séverin, vous parle de tout ce qu'apporte une réserve marine sur le comportement des poissons. Cette étude vous explique diminution du stress, effet refuge, je vais passer très vite, retour de certaines espèces, croissance rapide, concentration plus élevée d'adultes de grande taille, l'homme n'intervenant plus en tant que prédateur, il n'est plus perçu comme une menace. Ça autorise des comportements qui avaient disparu avec l'homme. Et ça a été fait principalement sur des mérous, mais quand on regarde, on a exactement le même type d'étude qui vous explique que les prédateurs tels que les requins bénéficient directement de la mise en place d'une réserve marine. Donc la question est de se dire, je vous ai posé 4 hypothèses, on a Bernard Serré aussi, donc un des grands chercheurs français, qui disait dès 2011, il a été muselé par la suite, parce que je l'ai rencontré à Paris en juin 2013, et il m'a dit, monsieur Nativel, vous êtes infesté, il faut accepter de fermer l'océan à l'île de la Réunion, faites un parc à requins, c'est magnifique, c'est ça l'avenir pour votre île. Je lui ai dit, si vous trouvez un homme politique qui accepte ça, et bien là, franchement, je mange mon chapeau. Et bon, heureusement, on a eu quand même des gens qui ont compris qu'une île sans la mer, ce n'est pas possible. Voilà ce qu'on essaie de nous imposer, ce sont les grands chercheurs de Paris qui gèrent pour nous le risque requin. Donc c'est lui qui conseille l'État, bien évidemment. Et lui, c'est lui le premier à avoir parlé du garde-manger, c'est lui dès 2011. Donc, alors, mes questions, c'est étant donné ce biotope exceptionnel, les pluies, notre géologie, étant donné le développement du nautisme financé par des aides d'État, l'étroitesse de notre territoire, étant donné la présence historique de requins, cette arrivée du bulldog qui a été constatée par ces mêmes scientifiques, étant donné l'arrêt de l'effort de pêche depuis 1999 à cause de la ciguatera, étant donné les données scientifiques disponibles sur l'effet réserve, comment se fait-il qu'on ait mis en place une réserve marine sans tenir compte de ces mêmes prédateurs? Je vous signale que dans une des réunions en 2006, de concertation soi-disant, un grand pêcheur ici, M. Gazo pour ne pas le citer, avait dit en réunion « Attention, si vous mettez la réserve sous cette forme, on risque de voir revenir les requins ». Vous savez ce qu'ils ont fait? Tout le monde était mort de rire.
Voilà où on est en 2015 en attendant à ne pas écouter les gens du terrain. Alors, incompétence ou parfaite connaissance de cause, moi j'appelle ça des apprentis sorciers avec une expérimentation grandeur nature. Pour ceux qui ont vu le film de Tézier, on voit des petits scientifiques qui sont là, qui attendent, ouh, il y a une attaque, ils vont vite voir, ils relèvent les balises, ouf, c'est pas Estelle et Fanny, et ils s'assiedent, ils attendent la suivante. 3 morts pour 3 ans d'expérimentation qui ont strictement rien apporté en termes de réduction du risque. On aurait aimé, comme a dit monsieur le député maire, qu'on sécurise d'abord et qu'on étudie ensuite. Il ne faut pas confondre la sécurisation des vies humaines et des données sur l'écosystème, sur les animaux. C'est 2 choses différentes. Un prédateur se traite en tant que tel. Ce n'est pas un joujou, comme disait la femme d'une victime, monsieur Édouard, en Australie. On ne joue pas à Dieu avec les requins. C'était la femme d'une victime qui disait ça vis-à-vis de la vision des scientifiques, effectivement. On a cette impression de temps à autre. Alors je vais accélérer maintenant sur les enjeux géopolitiques avec l'exemple du Pacifique Ouest pour comprendre un petit peu, pour faire le lien avec le film d'Arte. Ça, c'est la zone du Pacifique Ouest, l'Australie. Il y a des gros enjeux avec toute l'Asie qui se situe ici. La Nouvelle-Calédonie qui est, alors Polynésie française ici, et Nouvelle-Calédonie qui est, alors je ne vais pas me tromper, elle est là. Donc voici comment sont découpées toutes ces aires qui appartiennent à des pays. Vous avez entendu parler des sanctuaires requins, du réchauffement climatique. Les îles se mobilisent contre le réchauffement climatique. Il paraît que ce sont les îles qui vont sauver la planète du réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que c'est les premières qui risquent d'être submergées et ainsi de suite. Donc un gros battage médiatique là-dessus pour toucher l'opinion. On a donc ici Océania 21, présidé par Nicolas Hulot, qui l'a mis en place en tous les cas, qui était très actif dans ce lobby. Toutes ces îles que vous avez vues, elles sont toutes là. Et c'est un consortium qui vise à transformer toutes ces îles en sanctuaires requins et en réserves marines. Alors vous me direz pourquoi cette focalisation sur le requin ? Tout simplement parce que le requin est une capture accessoire des navires asiatiques. Des navires d'une façon générale, même la SAPMER pêche beaucoup de requins et les relâche vivants ou morts, mais c'est un dommage collatéral de la pêche. Donc quand vous dites que vous protégez le requin, vous interdisez tous les bateaux de pêche dans le secteur. Donc c'est quand même assez intéressant pour eux. Donc la région aussi, elle veut devenir leader du combat climatique. Effectivement, si la Réunion peut sauver la planète, moi je signe tout de suite, on ferme la mer, on fait tout ce qu'il veut, mais on n'a pas d'industrie polluante à la Réunion, il faudrait plutôt commencer par les gros pays du Nord qui ont des industries très lourdes. On parle de financiarisation de la nature, vous savez que la Réunion a été plus ou moins, moi je dis, vendue ou achetée par le R20 pour 1,9 milliard d'euros d'investissement dans le cadre du développement durable, avec le R20 Schwarzenegger, des modèles de développement durable. On doit devenir un exemple pour la planète, avec ici des directives Outre-mer 2025 qui ont été prises par l'État pour tous les départements d'outre-mer. Il est dit que nous devons devenir un réservoir de biodiversité, un modèle de développement durable. Nous sommes en quelque sorte les petits cobayes ou le modèle expérimental de la France à ce niveau-là, et surtout parce qu'on possède la France possède 11 millions de kilomètres carrés, dont plus de la moitié ou des 3/4 sont dans les dom-toms. La France a mis 6 millions de kilomètres carrés en sanctuaire requin, l'ensemble des eaux de la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des eaux de la Polynésie française, 6,1 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est un géographe très, très bien, Jean-Christophe Gay, qui a fait une publication pour expliquer l'instrumentalisation des îles. Et il vous explique qu'en fait, tout ça, ce statut de réfugié climatique avec les eaux qui montent, c'est pour se placer en victime du développement et permet d'obtenir des compensations. La Réunion obtient des compensations si elle se met elle aussi dans cette course à la lutte contre le réchauffement climatique, et ça passe bien évidemment par des parcs, des réserves et par l'exclusion des activités humaines. On en fait les frais actuellement. Alors oui, il note aussi bien sûr, avec au même titre que le blanchiment de capitaux, vous pourrez le lire, c'est disponible sur internet, réchauffement climatique, l'instrumentalisation des îles, ça fait bien rire. Tous ces endroits sont devenus sanctuaires requins depuis 2008. Kiribati, Palau, Maldives, Honduras, Guam, île Marshall, Marianne, Chili, Tokelau, Bahamas, Marquise, île Australe, Polynésie française, et c'est pas fini. Là, il vient d'avoir encore Remote Island, il y a eu encore 2 ou 3 archipels. C'est une accélération sans précédent. Tout ça est mis principalement en place par Pew, une méga ONG qui pèse 5 milliards de dollars, qui embauche des chefs de guerre à la tête pour sauver la nature. Vous verrez que c'est que des chefs de guerre. Pareil ici, Pew, en Australie, c'est un amiral qui administre Pew. Quand ils ont fini leur retraite, ils passent à la conservation de la nature. Même Obama, il est très gentil, se lance dans une conservation tout azimut, mais surtout dans les autres pays. D'ailleurs, Pew s'est installé en France. Pew s'est installé à Tahiti et donc a mis tout ça en réserve requin et réserve marine. Pew s'est installé donc là-bas. On n'a plus le droit de mutiler, de capturer, de transporter, de détenir, de commercialiser, d'importer
Même si vous avez une dent de requin, vous risquez de finir en prison. Pareil pour la Nouvelle-Calédonie, Pew qui se félicite pour le sanctuaire là-bas. Ils ont installé leur bureau au Trianon, je crois, ça s'appelle les beaux bureaux là-bas. Et tout ça se fait sous fond d'accord avec les indépendantistes sur place. Ici, vous avez Le Crène, qui est un des chefs indépendantistes avec Nicolas. Et pourtant, là-bas, vous voyez, Tahiti, ils n'ont pas trop de problèmes parce qu'ils n'ont pas de bulldog. Ils ont pris l'habitude de prélever quand il y a un prédateur dangereux. Par contre, en Nouvelle-Calédonie, il y a du bulldog, il y a du risque, il y a du grand blanc. Et là-bas, maintenant, depuis 2013, sont interdits en tout temps la pêche, la capture, la détention de requins ou toute partie de l'animal, la découpe, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, l'achat, l'exportation. On ne pourrait pas faire de législation plus rigoureuse. Moi, la question que je pose, c'est comment ils feront les Néo-Calédoniens s'ils ont une crise requin comme la nôtre? Nous, on n'a pas ça. On a le droit de mettre une mâchoire requin, de toucher au requin à l'île de la Réunion, et on n'y arrive pas. Alors imaginez-vous tous ces pays qui se sont transformés avec une telle législation, et je vais finir, le cluster nouvelle, alors les autres enjeux qu'il y a derrière la financiarisation, là c'est sur du concret, des voies de navigation, des matières premières. Ici, le cluster Nouvelle-Calédonie vous apprend qu'à l'initiative de la France, le navire l'Atalante fera une campagne géologique et sismique pour pénétrer les couches sédimentaires de la ZNE, avec la logique actuelle de l'extension des plateaux continentaux pour s'accaparer un maximum de zones. Le forage pourra se faire donc dans le parc marin de la mer de Corail. C'est-à-dire que ces enjeux, bien évidemment, que ce soit le parc ou la réserve, s'il y a du pétrole ou du nickel, je peux vous assurer que ça, ils auront l'autorisation. Par contre, pour des activités humaines, c'est autre chose. Donc voilà ici la Nouvelle-Calédonie, voilà les enjeux dans ce cluster. Alors ça c'est Yann Giron de Blue Lobby qui fait ce travail fantastique de mise en perspective des enjeux militaires autour des sanctuarisations. Avec ici, vous voyez toutes ces petites boules, ce sont des zones, ça appartient aux États-Unis. Ici on a tout ce qui concerne la Chine. Et on a encore, je crois que c'est l'Union européenne en bleu, qui est partenaire des États-Unis. Donc le but c'est de s'accaparer, ils jouent un petit peu à la guerre avec les océans, en privant les petites communautés d'activités de pêche traditionnelles, c'est pas trop leur problème. Et le but, ils se réservent tout ça avec une stratégie en collier de perles, donc se créer des cordons pour empêcher les uns et les autres de passer. Vous voyez, ça c'est les voies, le pivot, on appelle ça le pivot maritime Asie-Pacifique, avec les voies de navigation des Chinois, des Américains, et tout ça c'est des... Alors ici vous avez les Chagos que vous connaissez, des enjeux géostratégiques mais fondamentaux. 70% de la planète est couvert par les océans. Ils ont déjà épuisé toute la planète sur Terre. Maintenant les enjeux sont sous la mer. Donc ça donne ça pour finir. Ah oui, ça c'était une petite photo pour Monsieur Lassalle qui je sais a eu des soucis avec WF. Voilà comment le WF stigmatise les Chinois. Il met Deng Xiaoping, enfin quelqu'un qui ressemble en haut, des méchants pêcheurs qui tuent les ailerons, les requins pour les ailerons, les commerçants ici, la vendeuse chinoise, les cuisiniers ici et le laborantin. Vous voyez, bon, l'environnement est devenu une religion, il faut des coupables. Ce sont les Asiatiques, apparemment les coupables, qui extermineraient tous les requins de la planète. Je vous donnerai qu'un seul exemple, le requin roussette. 4500 tonnes pêchées par an par la France. Le requin fait 2 kilos, ça fait 2 millions de requins roussettes petits comme ça, qui sont tués chaque année en France. Les ailerons sont petits comme ça, on ne les mange pas ces ailerons. Donc c'est faux de penser ou de faire croire que tous les requins qui sont tués sur la planète ne le sont que pour leurs ailerons. Ils sont tués en grande partie pour la consommation, simplement parce que c'est un poisson. L'accaparement des mers rejoint un peu donc, tout ce qu'on a vu dans le film d'Arte. Je vous invite à voir, bon ça c'est tous les scientifiques sont financés par ces mêmes ONG. C'est partout pareil, donc ils ne peuvent plus aller à l'encontre de la conservation. Un magazine américain demandait « Can environmental scientists » enfin je vous traduis, est-ce que les scientifiques peuvent être également comment dire, les scientifiques des ONG. Ce sont en fait les scientifiques des ONG maintenant. Ça rejoint le problème de cette financiarisation. Toutes les décisions sont prises par des gens qui sont financés par ces mêmes ONG. Ils investissent des capitaux dans toutes les universités, tous les laboratoires de recherche. 90% des recherches qui sortent sont financées par des ONG. Et donc voilà, donc Philippe Curie et Daniel Pauly, deux plus grands chercheurs. Et l'exemple des terres rares, ces petits nodules qu'on trouve au fond, le Pacifique, la Polynésie française, c'est un des plus grands gisements en terres rares, devenu comme par hasard sanctuaire requin, sanctuaire marin, et bien sûr les campagnes de prospection vont bon train. Pourquoi? Parce que ces terres rares rentrent dans la composition des ordinateurs, des missiles, et c'est la Chine qui détient 95%. Donc là-dessus, ils ne sont pas gênés. Ça, c'était une conférence qui a eu, pour vous donner une idée des enjeux, la France et la guerre des métaux stratégiques, conférence qui a eu à l'Assemblée nationale en février 2014. Voilà la machine qui va laborer les fonds, 200 tonnes. Et on nous dit que ce sont des pêcheurs avec leurs filets ou avec des roues qui rouleraient sur le fond des océans, qui détruisent la nature. Nous, on demande juste un tout petit peu d'honnêteté quand même, parce que bon,
Il y a des choses, on se pose des questions. Vous pensez que cette machine va préserver les fonds? Voilà, ça c'est voilà, je finis Antoine, ça c'est donc tous les enjeux. Ici, la Réunion, la même chose se retrouve avec des terres, des prospections, des navires, des bases militaires et ainsi de suite. Et donc les Chagos aussi, pareil. Hein, et puis bon, pour finir, Save the Shark, Save the World, c'est le nouveau slogan. Si vous sauvez les requins, vous sauverez la planète, et tant pis pour tous ceux qui pilleront les ressources par la suite. Merci. Merci Jean-François pour cette présentation.